La vidéo de surveillance défilait en noir et blanc sur l'écran du salon des Whitmore, baignant la pièce d'une lueur blafarde. Sur le canapé, la petite Ellie, 10 ans, restait figée entre son père et l'agent Daniels. Son visage strié de larmes était illuminé par l'éclat du téléviseur. Dans un coin de l'écran, l'horodatage indiquait 16h37. « Regardez bien !» murmura l'agent Daniels en désignant la scène. Ellie venait d'apparaître dans le cadre, pédalant de toutes ses forces sur son vélo. Derrière elle, à une 50aine de mètres, un immense berger allemand au pelage sale surgissait à son tour. Une oreille pendante, l'autre absente, la langue pendante, l'animal filait comme un éclair. À la vue du chien, la mâchoire de Jonathan Whitmore se crispa. « Continuez à regarder », insista l'agent. Le champ de la caméra s'élargit. 3 adolescents émergèrent des bois et lancèrent des pierres. L'image sauta ensuite sur un autre angle. Des rottweilers menaçants jaillissaient d'un buisson, fonçant droit sur Ellie et son vélo. Sur le perron d'en face, un vieil homme de 78 ans, Marvin Hale, abaissa ses jumelles, le visage grave. Il tendit la main vers le téléphone fixe à ses côtés. « Seigneur !» souffla Jonathan, oubliant complètement le râteau qu'il avait appuyé contre le mur du garage. « C'est pas possible. Laissez un like et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, sans oublier de mentionner la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. Bienvenue à Ashland Creek, Oregon, une petite ville divisée en 2 mondes bien distincts. À l'est, les quartiers cossus bordés d'érables aux allées impeccables. À l'ouest, des pavillons plus modestes, sans prétention, mais chaleureux. Le lien entre ces 2 univers, un vieux sentier forestier que les habitants empruntaient depuis des générations. La piste du renard silencieux. Ellie Whitmore connaissait cette piste par cœur. Elle l'avait parcourue d'innombrables fois, reliant la petite maison de son père, un 2 pièces modeste, à la ferme victorienne de sa grand-mère, Martha Lane, de l'autre côté de la ville. Ellie, avec ses cheveux cuivrés et ses taches de rousseur constellant son nez, était du genre indépendante. Trop au goût de son père. Depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, emportée par un cancer, Ellie avait forgé une autonomie farouche qui impressionnait autant qu'elle inquiétait son père. Jonathan, la quarantaine marquée, travaillait comme chef d'équipe dans une entreprise de rénovation. Ses mains calleuses et les rides d'inquiétude incrustées sur son front disaient tout de sa vie, travail, éducation d'une fille en deuil et peur constante de mal faire. Martha, la mère de son épouse défunte, enseignante à la retraite, cheveux argentés et opinions bien tranchées, jouait un rôle essentiel dans la vie d'Ellie. Elle apportait cette tendresse maternelle que Jonathan ne savait pas toujours exprimer. 8 kilomètres séparaient les 2 maisons. Mais après de longues discussions, Jonathan avait fini par céder aux demandes d'Ellie pour qu'elle puisse faire le trajet seule à vélo, à condition qu'elle ait le téléphone équipé d'une appli de géolocalisation. « Elle a besoin d'un peu de liberté, John », avait insisté Martha. Sarah aurait voulu ça, mais aucun d'eux ne savait qu'un autre être avait récemment trouvé refuge dans la forêt qui bordait Ashland Creek. Un berger allemand, autrefois appelé Duke, aujourd'hui réduit à l'état d'ombre. Son pelage, autrefois brillant, avait viré au terne. Des cicatrices, notamment une large zone de brûlure sur son flanc gauche, marquaient son corps. Ses yeux ambrés, autrefois remplis de confiance, étaient devenus méfiants, vigilants. 3 mois plus tôt, Duke avait survécu à un incendie dans la maison de ses anciens maîtres, les Hargrove. Il avait sauvé le petit Toby, 7 ans, en le tirant hors de son lit, alors que les flammes dévoraient le plafond. La famille s'en était sortie, mais dans le chaos, ils avaient cru que le chien n'avait pas survécu. Repêché in extremis par les pompiers, Duke avait été conduit au refuge du comté. Là, son comportement renfermé et son apparence abîmée l'avaient de condamné. Personne ne voulait de lui. 2 mois plus tard, la date de son euthanasie avait été fixée. Mais la veille, il avait profité d'un grillage mal fixé pour s'échapper et disparaître dans les bois. Depuis, il errait dans les alentours d'Ashland Creek, attiré par les restes que Martha laissait volontairement à l'attention des animaux errants, une habitude que Jonathan critiquait régulièrement. Le chien gardait ses distances, craintif après son séjour en cage. Pourtant, lorsqu'il avait vu Ellie sortir à vélo de la maison de sa grand-mère, quelque chose s'était éveillé en lui. Une mémoire, un instinct, la même taille que Toby, la même énergie insouciante. Quand Ellie avait disparu dans les bois, Duke, ou plutôt ce qu'il était devenu, s'était levé avec effort, la douleur de ses cicatrices lui arrachant une plainte. Et il l'avait suivi, à bonne distance, comme un soldat silencieux.
Le sentier serpentait à travers les arbres, parsemé d'ombres mouvantes et de rayons de lumière. Ellie pédalait d'un rythme régulier, se dressant parfois sur ses pédales pour franchir les racines ou grimper les pentes douces. Des oiseaux chantaient au-dessus, un pic-et-pêche tambourinait au loin. Elle n'entendait pas les pas feutrés dans les fourrés, ni les yeux ambrés qui ne la quittèrent au pas. 20 minutes plus tard, Ellie s'arrêta pour boire un peu d'eau. Ce silence soudain, plus de craquements sous les pneus, alerta le chien qui se figea. Lorsqu'elle reboucha sa gourde et tourna la tête, il s'abrita derrière un tronc épais. « Y a quelqu'un » lança-t-elle. La forêt semblait avoir retenu son souffle. Une brindille craqua. Elle sursauta. « Je vous entends » Duke, ancien chien d'intervention, savait encore rester immobile quand il le fallait. Mais une oreille scarifiée frémit, et Ellie vit le mouvement. Son cœur battant, elle enfourcha son vélo et redémarra à toute vitesse. Le chien attendit qu'elle prenne un peu d'avance avant de reprendre sa progression discrète. Mais quelque chose flottait dans l'air, une odeur étrange que Duke capta immédiatement. De la fumée de cigarette, de l'alcool bon marché, des voix masculines, un danger. Il accéléra le pas, s'approchant davantage de la piste. À quelques virages de là, Ellie approchait d'une petite clairière où les randonneurs s'arrêtaient de parfois. 3 adolescents traînaient là. Elle les reconnut immédiatement. Noah Parks, un garçon de 3e réputé pour son arrogance, et ses 2 acolytes, Chris Morgan et Tyler Finch. En les voyant, elle ralentit, prête à faire demi-tour, trop tard. Noah s'était levé. « Tiens, c'est la gamine de Whitmore !» Ellie serra le guidon. « Je fais que passer » répondit-elle, tentant de garder une voix ferme. Chris jeta sa cigarette au sol. « On fait que passer aussi. Une clope, une gorgée, une embrouille, peut-être ?» Tyler riait bêtement, tenant une flasque métallique. Noah s'approcha et bloqua le chemin. « Pourquoi tu files comme ça ? Papa t'a mise au couvre-feu ? Lâche-moi. Fais-moi lâcher. » Il attrapa le guidon. Ellie tira d'un coup sec, mais il tenait bon. À une 50aine de mètres, Duke observait. Analyse rapide. 3 menaces. La fille en détresse, position offensive, action requise. « Lâche ce vélo, Noah !» Ellie tenta de résister, tirant de toutes ses forces sur le guidon, mais Noah avait le bras long et le regard mauvais. Il ricana. « Je te parie que mon cousin adorerait ce genre de vélo. C'est pile ce qu'il cherche. » Ellie tenta de lui donner un coup de coude, mais il était trop rapide. D'un geste brusque, il poussa le vélo sur le côté, projetant Ellie au sol. Son genou heurta une pierre, déchirant son jean et sa peau. La douleur la fit grimacer, des larmes silencieuses envahissant ses yeux. « Oups !» lança Noah, avant d'éclater de rire et de toper dans la main de Chris. « On dirait que t'as besoin de roulettes, gamine. » Ellie se releva tant bien que mal, refusant de pleurer devant eux. « Mon père connaît ton père, Noah. Il saura ce que t'as fait. » Le visage du garçon s'assombrit. « Ton père ferait mieux de se mêler de ses affaires. » Il se pencha vers son sac, tombait dans la chute et commença à l'ouvrir. « Voyons ce que t'as d'intéressant là-dedans. » Mais un son sourd coupa son geste. Un grondement profond et menaçant. Les 3 garçons se figèrent. À la lisière de la clairière, Duke émergea de l'ombre. Droit, le poil hérissé, les yeux brûlants de détermination. Sa silhouette était imposante, presque irréelle. La cicatrice sur son flanc, son oreille manquante, ses côtes apparentes, tout chez lui évoquait plus un survivant revenu de l'enfer qu'un simple chien errant. « Bordel !» balbutia Tyler en trébuchant en arrière. Chris blêmit. « C'est un loup ce truc ?» Noah tenta de garder contenance. « Ce n'est qu'un sale clébard. »« Dégage !» hurla-t-il en ramassant une pierre. Il lança le projectile de toutes ses forces. La pierre frappa Duke sur son flanc blessé, arrachant un gémissement de douleur. Mais il ne recula pas. Il ne broncha même pas. Il restait là, entre Ellie et ses agresseurs, les babines retroussées, prêts à se battre. Un 2e caillou vola, puis un 3e. Les 3 adolescents en lançaient maintenant à tour de bras, frappant le chien sur les pattes, sur l'épaule, sur la hanche. Malgré les impacts, Duke tenait bon. « On s'arrache !» cria enfin Chris. « Ce truc est dingue !» Noah hésita, mais face au regard du chien et au sang qui perlait sur son museau, il céda. Les 3 garçons prirent la fuite, lançant un dernier caillou en courant. Lorsqu'ils eurent disparu dans les arbres, la clairière retrouva un calme pesant. Ellie, toujours au sol, regardait le chien pétrifié. Le sang coulait de son œil gauche, là où une pierre l'avait atteint. Sa respiration était lourde, irrégulière, et pourtant, il se tenait encore debout, entre elle et la forêt. Puis doucement, il se tourna vers elle, leurs regards se croisèrent, un instant suspendus. Il fit un pas vers elle, sa démarche marquée par la douleur. « Reste loin !» cria Ellie, la panique la gagnant.
Elle ramassa son vélo, remonta dessus en tremblant et pédala comme si sa vie en dépendait. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le chien était resté là, immobile, la regardant s'éloigner. Lorsqu'il fut sûr qu'elle était en sécurité, Duke renifla l'air. Pas de retour imminent des garçons. Alors, malgré ses blessures et l'épuisement, il reprit sa course. Son objectif n'avait pas changé. Sur son porche, Marvin Hale venait de reposer ses jumelles. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Shérif, c'est elle. Je crois que vous devriez venir voir ça. Une gamine a été embêtée sur le sentier et il y a ce chien. Ce chien, il a fait fuir les voyous. Et c'est pas tout. Il la suit. Pas comme un prédateur, comme un garde du corps. Ellie, elle, n'en savait rien. Elle n'avait qu'un but, rentrer chez elle. Ses jambes la brûlaient, son genou saignait et sa respiration était hachée. À chaque virage, elle jetait un œil dans son petit rétroviseur fixé à son guidon. Le chien était toujours là. Une ombre silencieuse, à une 50aine de mètres, courant avec persistance. C'était comme s'il refusait de la lâcher. « Laisse-moi tranquille !» sanglota-t-elle en pédalant plus fort. Mais Duke n'abandonnait pas. Il boitait légèrement, son souffle devenait rauque, mais il continuait. Lorsqu'elle atteignit le vieux pont couvert qui traversait Creek Hollow, Ellie sentit son cœur se serrer. D'habitude, elle adorait écouter le bruit de ses pneus sur les planches en bois. Aujourd'hui, elle ne ralentit pas. Elle voulait fuir, mais alors qu'elle atteignait le centre du pont, des aboiements retentirent. Devant elle, 3 Rottweilers massifs apparurent au bout du pont. Ils fonçaient droit sur elle. Ellie reconnut les chiens immédiatement. Ils appartenaient au vieux Pete Murdoch, un excentrique du coin qui gardait sa propriété envahie de vieilles carcasses de voitures avec ses chiens de garde. Mais parfois, les bêtes s'échappaient. Ellie cria, plantée en plein milieu du pont, impossible de faire demi-tour. Duke était derrière, les molosses étaient au-devant. Le fossé sous le pont était trop abrupt pour descendre. Elle était piégée. Les chiens se rapprochaient, elle posa un pied à terre, tenta de se servir de son vélo comme d'un bouclier. Elle hurla. « À l'aide !» Duke, à 50 mètres derrière, entendit son appel. Il entendit aussi les aboiements des Rottweilers. Sans réfléchir, il se lança. Sa course était chaotique, mais déterminée. Chaque pas lui arrachait une grimace, mais il n'en ralentit pas pour autant. Ellie, en panique, vit le berger allemand surgir de l'ombre. Il fonçait vers elle, vers les autres chiens. Elle crut un instant qu'il allait l'attaquer. Mais non, il la dépassa sans même la regarder et se jeta sur les Rottweilers. Ce qui suivit fut un tourbillon de chaos. Duke bondit sur le premier chien, visant la gorge avec une précision terrifiante. Un entraînement militaire enfoui, réactivé. Le deuxième le mordit à la cuisse. Le troisième tenta de l'atteindre à la gorge. Ellie regardait, pétrifiée. Des grognements, des éclaboussures de sang, des hurlements. Impossible de dire qui avait l'avantage. Mais Duke tenait bon. Un premier molosse recula boitant. Le deuxième le suivit, l'oreille en sang. Le troisième résista plus longtemps jusqu'à ce que Duke lui broie la patte avant d'un coup de mâchoire. Enfin, il battit en retraite à son tour. Duke resta seul, haletant au milieu du pont taché de sang. Il se retourna vers Ellie. Elle, figée, tremblante, tenait encore son vélo comme un bouclier. Le chien fit un pas, tête basse, et gémit doucement. « Non, reste là !» hurla Ellie, reprenant sa fuite. Duke ne bougea pas. Il regarda la fillette s'éloigner, une ombre de tristesse dans les yeux. Il avait fait tout ça pour elle, mais elle ne le comprenait pas. Il reprit la route, plus lentement cette fois, une nouvelle douleur irradiant tout son flanc. Mais il n'abandonnerait pas. Sur le perron de sa vieille maison, Marvin Hale observait à nouveau avec ses jumelles. Il venait d'assister à toute la scène sur le pont, depuis sa position en hauteur sur les contreforts de la ville. Il avait vu la fillette piégée entre les Rottweilers et le chien blessé fondre sur eux comme une ombre furieuse. Il n'était pas homme à s'émouvoir facilement, mais ce qu'il venait de voir lui rappelait quelque chose, le genre de courage brut qu'il n'avait connu qu'au front, au Vietnam, quand les K9 de son unité fonçaient sans hésiter vers la ligne ennemie pour protéger leurs hommes. Il reposa ses jumelles et murmura pour lui-même « Eh bien, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours ». Puis il retourna à l'intérieur et attrapa une nouvelle fois son téléphone. Ellie, de son côté, avait repris sa course à travers la ville. Les maisons commençaient à réapparaître, les routes devenaient familières. Elle fonçait à toute allure, son vélo brinque-ballant, les jambes douloureuses et la gorge en feu. Elle ne jetait que de rares coups d'œil dans son rétroviseur. Le chien était toujours là. Pas aussi rapide qu'avant, il boitait nettement maintenant, mais il la suivait encore. Chaque foulée semblait lui coûter. Et pourtant,
Il ne lâchait rien. Au marché de Hilltop, Benny Crawford rangeait des sacs de pommes dans son pick-up lorsqu'il vit Ellie passer comme une fusée. « Hé, doucement !» lança-t-il en rigolant. Elle ne répondit même pas. 30 secondes plus tard, il vit le chien. En chanson, haletant mais toujours déterminé. Benny fronça les sourcils, puis prit son téléphone. « Poste de police d'Ashland Creek, c'est Benny du marché. Vous devriez envoyer quelqu'un sur Maple, la fille de Whitmore vient de passer et il y a un chien qui la suit. Il a l'air pas net. » D'autres appels suivirent. À chaque pâté de maison, des habitants, inquiets ou curieux, appelèrent le poste. Un récit se formait. Un chien blessé, peut-être dangereux, poursuivait une fillette à travers toute la ville. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Jonathan Whitmore était en train de fixer une cloison sèche sur un chantier quand son téléphone vibra. Il vit s'afficher le nom de Martha et sentit son estomac se nouer. Elle appelait rarement pendant ses heures de travail. Il décrocha aussitôt, mains encore couvertes de plâtre. « Martha, tout va bien ?» La voix de sa belle-mère était tendue. « C'est Ellie. Marvin vient de m'appeler. Il dit qu'elle est suivie par un chien depuis qu'elle est partie de chez moi. Il pense qu'il la protège, mais je suis inquiète. » À peine eut-elle terminé que son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était le central de la police locale. « Monsieur Whitmore, ici la standardiste Megan du poste d'Ashland Creek. On a reçu plusieurs signalements. Votre fille a été vue poursuivie par un chien sur Maple Street. L'agent Daniels est en route. » Jonathan jura, attrapa ses clés et bondit dans son camion. À travers la ville, la panique s'installait. Mais aucun des témoins n'avait vu l'ensemble de l'histoire. Certains avaient aperçu la fillette sur son vélo, d'autres avaient vu le chien, seul. D'autres encore, comme Marvin, avaient vu les deux et compris la vérité. Mais la majorité ne voyait qu'un danger imminent. Et pendant ce temps, Ellie continuait. Son esprit était focalisé sur un seul objectif, rentrer. Son genou blessé la lançait, ses bras tremblaient et sa gorge était sèche. Mais elle pédalait encore. Elle atteignit enfin Maple Street. Le calme apparent du quartier lui arracha un sanglot. Elle n'était plus qu'à quelques maisons de chez elle. Elle tourna dans l'allée, sauta de son vélo qui s'écrasa au sol et courut vers la porte d'entrée. « Ellie !» Jonathan venait d'arriver à l'autre bout de la rue. Il sauta de son camion, laissant la portière ouverte et courut vers sa fille. Elle se retourna, les joues pleines de larmes. « Papa, il y a un chien, il m'a suivi depuis chez Nana. » Jonathan aperçut alors l'animal. Le berger allemand arrivait en boitillant lentement, à une centaine de mètres. Il semblait prêt à s'effondrer à chaque pas. Son pelage était couvert de terre, de sang et de cicatrices anciennes et nouvelles. Sa langue pendait, ses yeux étaient des brillants de fatigue. « Entre vite !» ordonna Jonathan à sa fille, se plaçant entre elle et l'animal. Il chercha instinctivement une arme et saisit le râteau appuyé contre le mur de la maison. L'adrénaline montait. Il brandit l'outil comme une lance. Ellie, prise de panique, fouilla ses poches, trembla, fit tomber sa clé 2 fois avant de parvenir à ouvrir la porte. « Il m'a suivi dans toute la forêt. Il a attaqué des chiens sur le pont !» cria-t-elle. « Appelle la police. Dis-leur qu'un chien dangereux est chez nous. » Mais alors qu'elle parlait, un doute traversa son esprit. Elle baissa les yeux vers son genou en sang, puis se rappela soudain. « Papa, il a aussi fait fuir Noah Parks et ses copains quand ils m'ont embêté sur le sentier. » Jonathan l'entendit, mais ne répondit pas. Il fixait toujours le chien, prêt à le repousser. L'animal s'arrêta enfin à la limite du jardin. Il chancela, tenta de se maintenir debout, puis s'assit lourdement dans l'herbe, incapable d'avancer davantage. Juste à ce moment-là, une voiture de police se gara derrière le pick-up de Jonathan. L'agent Daniel s'en sortit prudemment, main sur son étui. « Monsieur Whitmore, on a eu plusieurs appels. C'est ce chien-là » Jonathan hocha la tête. Il a suivi Ellie depuis la maison de Martha. 8 kilomètres à travers la forêt. Daniel s'approcha lentement, observant le chien. Il était loin d'être en état d'attaque. Le policier l'analysa en silence, puis demanda « Il a attaqué quelqu'un ?» Jonathan hésita. Pas directement, mais il a affronté d'autres chiens, apparemment. Ellie reparut dans l'entrée. Sa voix était plus posée. « Papa, il a combattu les chiens de Murdoch. Il m'a protégé. » Daniels haussa un sourcil. « Cela ?» On a eu plusieurs plaintes. 3 chiens agressifs sans laisse. Le chien gémit doucement. Il essaya de se relever, mais retomba sur le flanc. L'herbe devint rouge sous lui. « Il va mourir ?» chuchota Ellie, une inquiétude sincère dans sa voix. Jonathan abaissa lentement le râteau, son regard croisa celui du chien, et dans ses yeux fatigués, il ne vit ni agressivité ni menace, seulement une profonde douleur. L'agent Daniel s'accroupit prudemment,
tendant une main vers l'animal sans le toucher. « Il n'essaie pas de mordre, il est juste à bout. » Ellie, toujours sur le seuil, faisait un pas vers l'avant. Son père l'arrêta d'un geste. « Reste là, ma puce. » Le policier observa les plaies du chien. Des morsures, des lacérations, une profonde griffure au flanc et de vieilles cicatrices qui racontaient une vie de combat. Il sortit son talkie. « Centrale, ici l'unité 3. J'ai besoin d'un vétérinaire d'urgence sur Maple Street. On a un chien blessé, potentiellement militaire. Il ne montre aucun signe d'agressivité. Il a probablement protégé une enfant. » À quelques mètres, Duke tenta de se relever une fois encore, mais ses pattes arrière tremblaient. Sa tête retomba dans l'herbe et il ferma les yeux. L'agent resta là, veillant sur lui, tandis que Jonathan prenait Ellie dans ses bras. Elle avait arrêté de pleurer. Ses yeux étaient rivés sur l'animal. « Papa, tu crois qu'il va s'en sortir ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait lui aussi ce chien cabossé, ce survivant, dont le corps portait la preuve d'un combat pour elle. Un animal qu'il avait cru menaçant 2 minutes plus tôt. Il se contenta de dire « On va faire tout ce qu'on peut ». 20 minutes plus tard, un vétérinaire bénévole, Dr Kelly Donovan, arriva sur place avec une cage d'urgence et son assistant. Après une brève évaluation, elle déclara « Il est gravement blessé, mais encore conscient. Son rythme cardiaque est faible, mais stable. On peut le sauver, mais il faudra agir vite. » Avec l'aide de Daniels et de l'assistant, ils installèrent doucement Duke sur une civière improvisée et le transportèrent dans le fourgon. Avant de refermer la porte, Dr Donovan demanda « Quelqu'un sait comment il s'appelle ?» Ellie hésita, puis elle murmura « Je l'ai appelé Ranger. Il ressemble à un vieux soldat. » Le vétérinaire sourit doucement. « Ranger, alors. On va tout faire pour le remettre sur pied, soldat. » Et pendant qu'il filait vers la clinique vétérinaire de East Haven, à l'autre bout de la ville, Jonathan et Ellie restèrent là, silencieux. Le râteau gisait au sol et dans le regard d'Ellie, une certitude grandissait. Ce chien avait risqué sa vie pour elle, et elle devait savoir pourquoi. 2 jours passèrent. À la clinique, Ranger fut opéré, nettoyé, soigné. Ses blessures, bien que sérieuses, n'étaient pas mortelles. Il avait perdu beaucoup de sang, et sa patte arrière droite nécessitait une rééducation. Mais il survivrait. Dr Donovan, impressionné par sa résilience, déclara à ses collègues « Ce n'est pas un chien errant ordinaire. Il a reçu un entraînement. On voit ça chez les anciens chiens militaires. » Elle fit un prélèvement sanguin cherchant une puce électronique. Elle en trouva une. Numéro d'identification gravé sous la peau, mais le nom associé ne correspondait à aucune base civile. Elle appela un contact au centre de recherche des anciens chiens K9 à Fort Bramble. Le numéro correspond à un chien nommé Duke, affecté en Irak, blessé lors d'un incendie en 2018. Disparu depuis, le maître est mort en opération, le chien avait été rapatrié, placé dans un refuge, mais il s'est échappé avant d'être adopté. On le croyait mort. Le cœur de Kelly se serra. Ce chien était un survivant, un vétéran, un soldat laissé sans reconnaissance, et il venait de sauver une enfant. Pendant ce temps, Ellie restait à la maison. Elle ne cessait de repenser à tout ce qui s'était passé. Son père avait appelé l'école, expliquant qu'elle resterait à la maison quelques jours. Elle passait ses heures à dessiner ce qu'elle avait vu. Le pont, les chiens, le combat, les yeux du berger allemand. Et chaque dessin portait le même nom en bas, Ranger. Le 3e jour, alors qu'elle s'apprêtait à sortir vérifier la boîte aux lettres, un pick-up blanc se gara dans l'allée. Dr Donovan en descendit, sourire aux lèvres. Elle tenait une enveloppe. « Bonjour Ellie, ton père est là ?» Jonathan sortit aussitôt, et après quelques mots échangés, la vétérinaire leur expliqua tout, le passé militaire du chien, sa disparition, son véritable nom. Mais elle ajouta « Il répond au nom de Ranger maintenant, et il était réveillé. Il va s'en sortir. » Ellie sentit son cœur bondir. « Je peux le voir ?» Quelques heures plus tard, ils entrèrent dans la pièce où Ranger se reposait. Il était allongé sur un matelas épais, une patte bandée, un cathéter dans la patte avant. À leur entrée, il ouvrit les yeux. Son regard se posa sur Ellie, et sa queue battit faiblement contre le sol. Elle s'approcha doucement, tendant la main. Il gémit doucement, puis posa sa tête contre sa paume, un instant suspendu, comme s'il se retrouvait après un combat commun. « Tu m'as protégé. Pourquoi ?» chuchota-t-elle. Jonathan, debout à côté, observait en silence. Il comprenait désormais. Ce chien avait vu quelque chose en sa fille, une douleur, une solitude, et il avait décidé de ne pas l'abandonner. Alors que le soleil se couchait, baignant la pièce d'une lumière dorée, Ellie murmura « Tu n'es plus seul, Ranger ». La semaine suivante, la petite ville d'Ashland Creek ne parlait plus que d'une chose, l'histoire de la fillette et du chien soldat.
Le journal local avait publié un article en première page titré « Le héros à quatre pattes », accompagné d'une photo d'Ellie tenant la patte bandée de Ranger. On y racontait comment un chien inconnu avait traversé des kilomètres de forêt, affronté des brutes et combattu 3 molosses pour protéger une enfant. Le bouche à oreille transforma rapidement l'événement en légende vivante, et chaque version exagérait un peu plus le courage du chien. Mais derrière les titres et les récits, la réalité était plus intime. Ellie se rendait chaque jour à la clinique vétérinaire avec son père, parfois avec un dessin pour Ranger, parfois juste pour lui parler. Le chien, malgré les douleurs et la lenteur de sa guérison, semblait reprendre goût à la vie. Il remuait la queue lorsqu'il voyait la fillette, appuyait sa tête contre elle et gérait avec patience les soins imposés par l'équipe médicale. Jonathan, de son côté, gardait un œil attentif sur la situation. Il s'était entretenu avec la police, avec Dr Donovan et même avec un ancien maître chien de l'armée que la vétérinaire avait contacté. Tous s'accordaient, Ranger n'était pas un animal ordinaire. Son instinct, sa discipline, sa capacité à évaluer une menace puis à agir, tout cela indiquait un entraînement de haut niveau. Mais ce que Jonathan comprenait surtout, c'est que ce chien avait choisi Ellie. Et ce choix ne s'expliquait pas par une simple coïncidence. Un soir, alors qu'ils revenaient de la clinique, Ellie posa la question à son père. « Tu crois qu'on pourrait l'adopter, pour de vrai ?» Jonathan la regarda, hésita. Il appartient techniquement toujours à l'armée, même s'ils l'ont déclaré perdu. Elle baissa les yeux, déçue, mais il ajouta après une pause « Mais si quelqu'un leur écrit, quelqu'un d'important, peut-être qu'ils comprendraient. » Ce soir-là, Ellie prit une feuille de papier et une enveloppe. Elle écrivit à la main une lettre adressée au centre des anciens chiens militaires de Fort Bramble. Elle y racontait ce qui s'était passé, comment Ranger l'avait protégée, comment il s'était interposé entre elle et le danger. Et à la fin, elle écrivit simplement « S'il vous plaît, laissez-le venir vivre avec moi. Je crois qu'il m'a choisi et je l'ai choisi aussi. » Pendant que la lettre partait par la poste, la vie reprenait peu à peu son cours. L'école, les devoirs, les repas du soir. Mais quelque chose avait changé. Ellie semblait plus forte, plus affirmée. Les autres enfants l'observaient différemment. Même Noah Parks, croisé un matin au supermarché, n'avait rien dit. Il s'était contenté de détourner les yeux, gêné. La rumeur du chien avait atteint tous les recoins de la ville. Et dans la cour de récré, certains disaient même qu'Ellie avait un chien soldat invisible qui la protégeait toujours. Elle souriait à cette idée, mais ne la corrigeait pas. Puis, un après-midi, en rentrant de l'école, elle trouva un courrier officiel sur la table du salon. L'enveloppe était tamponnée à l'encre bleue. Fort Bramble, division K9. Elle l'ouvrit fébrilement, les mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre courte mais solennelle. « Chère mademoiselle Whitmore, nous avons reçu votre courrier concernant le chien militaire identifié sous le nom de code D 3127, désormais connu sous le nom de Ranger. Après examen de son historique et au vu des circonstances exceptionnelles, nous approuvons la demande de transfert de garde. Le chien sera officiellement retiré de nos registres militaires et transféré à votre famille pour adoption définitive. Merci de lui avoir offert une seconde mission. Respectueusement, Major Allen T. Briggs, division K9, Fort Bramble. » Ellie hurla de joie. Jonathan accourut, la trouva debout sur le canapé, brandissant la lettre comme un trophée. Il lut les mots, sourit en silence, puis l'enlaça. « Alors c'est officiel, ma puce. Ranger rentre à la maison. » Quelques jours plus tard, ils vinrent le chercher à la clinique. Le chien, encore un peu faible, marchait avec une légère boiterie, mais tenait debout. Il semblait comprendre ce qui se passait. Quand il vit Ellie, il s'agita, puis posa doucement sa truffe contre sa main. « On rentre, mon grand », dit-elle avec un sourire rayonnant. À la maison, Ranger découvrit son nouveau territoire. Un coussin moelleux près de la cheminée, une gamelle marquée de son nom et un jardin clôturé avec soin. Il s'adapta vite. Le vétéran trouvait enfin un foyer. Il dormait profondément, mangeait bien, et chaque soir, avant d'aller se coucher, Ellie lui racontait sa journée. Comme s'il comprenait tout. Peut-être qu'il comprenait après tout. Mais tout n'était pas réglé. Une nuit, alors que Jonathan lisait dans le salon, Ranger, d'ordinaire calme, bondit vers la porte et grogna sourdement. Jonathan se leva surpris. Le chien fixait la fenêtre. Dehors, dans l'ombre, une silhouette disparut derrière une haie. Jonathan sortit précipitamment avec une lampe torche. Mais il ne vit rien, seulement des empreintes dans la terre, trop grandes pour être celles d'un enfant, et trop récentes pour être anodines. Il se retourna vers Ranger qui n'avait pas bougé de son poste, oreilles dressées. Le message était clair, quelque chose rôdait, et l'histoire n'était pas finie.
Le lendemain matin, Jonathan installa une caméra de surveillance sur le perron. Il avait à peine dormi. Ranger, lui, était resté aux aguets toute la nuit, couché devant la porte, le museau posé sur ses pattes, mais les yeux ouverts. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'instinct. Celui d'un chien qui avait appris à protéger son territoire, même quand le danger était invisible. Ellie remarqua vite le changement. « Qu'est-ce qu'il a, papa ? Il dort presque pas depuis 2 jours. » Jonathan hésita, puis lui raconta ce qu'il avait vu. La silhouette dans la cour, les empreintes dans la boue. Il tenta de minimiser, mais sa fille, qui n'était pas idiote, elle comprit qu'il se passait quelque chose que même son père ne maîtrisait pas. Et elle avait raison, car ce que ni l'un ni l'autre ne savaient encore, c'est que le nom de Ranger était en train de remonter. Une vidéo prise depuis un téléphone avait circulé sur les réseaux sociaux, celle d'un vieux monsieur filmant depuis une colline le moment où le chien se jetait sur les 3 molosses pour protéger une fillette sur un pont. On y voyait à peine Ellie, mais le courage de l'animal était saisissant. La vidéo était devenue virale, des milliers de partages, des millions de vues. Et parmi ces spectateurs, il y avait ceux qu'on aurait préféré garder loin. À plus de 400 km de là, dans un entrepôt désaffecté près de la ville de Weston Ridge, un homme en costume gris visionnait la scène sur une tablette. Il zooma sur le chien. Il reconnut la démarche, les cicatrices, la couleur du pelage. Il resta silencieux, puis appela quelqu'un. On l'a retrouvé. Il est vivant. Et il est avec une gamine. On fait quoi ? La réponse de l'autre côté de la ligne fut brève. Efface. Pas de traces. Pas de bruit. Pendant ce temps, à Ashland Creek, Ranger reprenait des forces. Il ne boitait presque plus. Il avait retrouvé l'appétit et sa vigilance naturelle ne faiblissait pas. Mais son comportement avait changé. Il suivait Ellie partout. Même dans la salle de bain, il s'asseyait devant la porte et attendait. Elle trouvait ça drôle. Jonathan, lui, observait avec plus d'attention. Un après-midi, alors qu'il récupérait sa fille à l'école, une berline noire était garée de l'autre côté du parking. Un homme se tenait à l'intérieur, lunettes de soleil et moteur allumé. Jonathan sentit une alerte monter en lui. Il resta devant la voiture en fixant la plaque pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le conducteur démarre lentement et quitte les lieux. Il n'en parla pas à Ellie. Mais ce soir-là, il renforça la clôture du jardin, ajouta une seconde serrure à la porte arrière et plaça la pelle de chantier près de son lit. Juste au cas où, et il avait raison d'être prudent, car le danger se rapprochait, pas un danger bruyant, pas un homme armé en plein jour, mais quelque chose de plus insidieux, une surveillance discrète, des visages inconnus au coin des rues, un camion de livraison qui passait 2 fois par jour sans jamais livrer personne, et surtout, une voiture noire, toujours la même. Un soir, alors qu'il sortait Ranger dans le jardin, Jonathan vit les yeux du chien se fixer sur l'allée. Un grognement sourd monta dans sa gorge, il bondit vers la grille. Jonathan courut derrière lui, juste à temps pour apercevoir une ombre se faufiler dans la ruelle. Trop rapide pour être un simple promeneur. Il décida alors de parler à Marvin Hale. Le vieil homme avait l'habitude d'observer ce qui échappait aux autres. Et quand Jonathan lui expliqua la situation, Marvin ne parut pas surpris. Il l'écouta longuement, puis déclara « Tu sais ce que je pense ? Ce chien, il a vu quelque chose, et ceux qui l'ont perdu veulent que personne n'apprenne ce qu'il sait. » Jonathan fronça les sourcils. Ranger n'est qu'un chien, même s'il a été militaire, il ne peut pas parler. Marvin secoua la tête. Peut-être pas. Mais certains secrets sont enterrés dans les cicatrices. Et crois-moi, il y a des gens qui tueraient pour que certaines cicatrices ne refassent jamais surface. Le jour suivant, Jonathan retourna à la clinique vétérinaire pour voir Dr Donovan. Il lui demanda s'il existait un moyen d'en savoir plus sur les missions passées de Ranger. Elle consulta à nouveau la puce, tenta d'accéder à des bases de données militaires, mais elle revint bredouille. Tout ce qui concerne ce chien a été classifié. C'est rare, mais ça arrive, surtout quand les missions concernent des choses sensibles. Jonathan comprit alors. Ranger n'était pas juste un vétéran, il était un témoin, peut-être d'un crime, peut-être d'un complot, et ceux qui avaient tenté de l'effacer une fois pourraient bien revenir terminer ce qu'ils avaient commencé. Il rentra à la maison, bouleversé, mais plus déterminé que jamais. Ranger était sous sa protection maintenant, et il ne laisserait personne lui faire de mal, pas après ce que ce chien avait fait pour sa fille. Mais alors qu'il s'apprêtait à parler à Ellie de tout cela, une nouvelle inattendue tomba. Une élève de l'école voisine avait disparu. Une fillette de 8 ans, prénommée Lucie, introuvable depuis le matin. Et selon les premiers témoignages, une voiture noire aurait été aperçue rôdant près du terrain de sport la veille. Ranger se leva aussitôt. Il aboya, longuement.
comme s'il venait de comprendre que son combat n'était pas terminé, et qu'une autre fillette avait besoin de lui. Le matin suivant, le quartier d'Ashland Creek avait changé de visage. Les rues calmes étaient sillonnées de véhicules de patrouille, les panneaux d'avis de recherche fleurissaient sur les poteaux électriques et les visages des parents se fermaient. La disparition de la petite Lucy Remington avait secoué toute la communauté. Elle n'était pas du quartier d'Ellie, mais dans une petite ville, chaque enfant est un peu le nôtre. Jonathan, lui, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il fixait la porte, son téléphone en main, comme si la moindre vibration allait lui annoncer une catastrophe. Ranger, lui non plus, n'avait pas dormi. Couché près de la fenêtre du salon, il observait dehors sans relâche. Son regard était plus intense que d'habitude, presque douloureux, comme s'il reconnaissait dans cette disparition un schéma déjà vécu, un souvenir imprimé dans sa chair. Ce n'était pas juste de l'inquiétude, c'était une alerte silencieuse, quelque chose de plus animal, plus profond. Ellie, elle, avait perçu le changement. En descendant les escaliers ce matin-là, elle trouva Ranger assis face à la porte, immobile. Elle s'agenouilla, posa une main sur sa tête. « Tu sens qu'il se passe quelque chose, hein ?» Il ne bougea pas. Mais son souffle était lourd, son corps tendu. Et quand Jonathan ouvrit la porte pour aller chercher le courrier, Ranger s'élança sans prévenir. Il courut droit vers la barrière, la dépassa d'un bond et fila dans la rue comme un missile. Jonathan hurla son nom, mais le chien était déjà loin. Ellie sortit derrière son père, affolée. « Papa, il va où ?» Jonathan n'hésita pas. Il sauta dans la voiture, ouvrit la portière passager pour Ellie et démarra à toute vitesse. Ils le suivirent sur 2 rues, puis 3. Ranger courait à travers le quartier, suivant un itinéraire connu de lui seul. Il tourna à droite, fila dans une ruelle, ressortit derrière le supermarché, contourna une école jusqu'à une impasse. Là, il s'arrête net. Haletant, il reniflait l'air. Et soudain, il se mit à gratter frénétiquement le sol près d'une bouche d'égout. Jonathan sortit de la voiture. « Qu'est-ce que tu fais, mon vieux ?» Il s'approcha et vit, là, dans la terre fraîchement remuée, un petit bracelet d'enfant, rose, avec des perles et des lettres. L-U-C-Y-G-Q-R. Il se figea. Ellie aussi. « C'est elle ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il hocha lentement la tête. « Oui, je crois que c'est elle. » La police arriva 30 minutes plus tard. Alerté par Jonathan, l'inspecteur Jeffries, un vétéran des disparitions, examina le bracelet, fit relever les empreintes dans la zone et interrogea Jonathan sur la manière dont il l'avait trouvé. Quand ce dernier répondit « Mon chien l'a senti et nous a conduits ici », l'inspecteur fronça les sourcils. « Ce chien ?» demanda-t-il en pointant Ranger. Jonathan acquiesça. Jeffries s'approcha de l'animal, accroupi. Il observe ses cicatrices, sa posture. Il n'est pas ordinaire, lui. Jonathan lui expliqua brièvement l'histoire. Le passé militaire, le sauvetage d'Ellie, la surveillance étrange autour de la maison, et maintenant, ça. L'inspecteur hocha lentement la tête. Il a peut-être plus de flair que nos propres chiens. Puis, se redressant, il ajouta « Ce qu'il a trouvé ici est important. On va creuser. Mais je vais être honnête. Si cette gamine a été enlevée, on a très peu de temps. Après 48 heures, les chances de la retrouver en vie chutent de moitié. » Il partit en laissant une équipe sur place, mais Jonathan savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Pas après ce qu'il venait de voir. Ce chien était une boussole, et s'il pointait vers un danger, il fallait le suivre. Il rentra chez lui avec Ellie et Ranger. Une fois la fillette couchée, il alluma l'ordinateur. Il fit des recherches sur Fort Bramble, les anciens chiens militaires, les rapports de disparition liés à leur unité. Et là, au bout d'1 heure, il tomba sur un article publié sur un blog obscur. Une note d'un ancien soldat devenu lanceur d'alerte. Il y était fait mention d'une opération ratée en Irak, impliquant un convoi civil, une cellule de trafic d'enfants et un chien K9 qui avait mordu un des militaires impliqués. Le nom du chien n'était pas donné, mais la date, la localisation, la description, tout correspondait à Ranger. Jonathan sentit un frisson lui parcourir le dos. Il recolla les pièces. Ranger avait assisté à une opération sale. Il avait probablement protégé un enfant là-bas. Et à son retour, ceux qui voulaient effacer la trace de ce scandale avaient tenté de le faire disparaître. Il s'était échappé, avait survécu des années dans la nature. Et aujourd'hui, il flairait à nouveau une situation similaire. Une autre fillette, un autre danger. Il réveilla Ellie au petit matin. « Je dois aller quelque part, ma puce. Juste 1 heure ou 2. Je veux que tu restes ici avec Madame Polanski, la voisine. » Elle sentit que ce n'était pas une course ordinaire. « Tu vas chercher Lucie ?» demanda-t-elle. Il se contenta de dire « Je vais chercher des réponses. »
et il partit. Rangé sur la banquette arrière, le moteur rugissant dans la brume matinale, un père de famille guidé par un chien hanté, 2 survivants, 2 protecteurs, l'un guidé par l'amour, l'autre par l'instinct, et au bout du chemin, peut-être, une vérité que personne n'était prêt à entendre. Le chemin que Jonathan avait choisi n'était pas balisé, il n'avait pas de plan précis, seulement une intuition et Ranger. Il ne savait pas exactement où chercher, mais le regard du chien dans le rétroviseur était plus éloquent que 1000 mots. Ils roulèrent d'abord vers l'ancien entrepôt au nord de la ville, là où des adolescents venaient parfois traîner. Mais Ranger ne réagit pas. Puis ils prirent la route des bois, passèrent le vieux barrage, puis les ruines d'une scierie abandonnée. C'est en s'approchant d'un bâtiment recouvert de tôle rouillée qu'il vit Ranger se redresser. Ses oreilles se dressèrent, sa respiration ralentit, puis il grogna, lentement, grave, profond. Jonathan ralentit la voiture. « Tu sens quelque chose, pas vrai ?» murmura-t-il. Ranger se mit à gratter la vitre, nerveux. Il voulait descendre. Jonathan s'arrêta à bonne distance. Il prit une lampe torche dans la boîte à gants, s'arma d'un simple pied de biche et fit descendre Ranger. Le chien reniflait le sol tendu comme un arc. Ils avancèrent dans le silence, entre les hautes herbes et les carcasses de camions rouillés. L'endroit semblait abandonné, mais pas tout à fait. Jonathan sentit les poils de ses bras se hérisser. Quelque chose clochait. Ranger bifurqua soudain vers un conteneur métallique semi-ouvert. Il grogna encore, puis se figea, truffe pointée vers la tôle. Jonathan s'approcha lentement, souleva la porte et braqua sa lampe à l'intérieur. Un matelas sale, une corde, une peluche abandonnée, et sur le sol, un petit pull rose, un vêtement d'enfant. Jonathan recula choqué. Il reconnut la marque. C'était celle qu'il avait vue sur la photo de l'avis de recherche. Lucie était passée par ici. Où y était encore? Ranger aboya soudain, puis bondit sur le côté du bâtiment. Il gratta la terre à une vitesse frénétique. Jonathan le suivit et découvrit une grille d'aération au ras du sol, à moitié dissimulée sous les feuilles. Il s'accroupit, écouta, et là un son infime, presque rien, un sanglot, faible, étouffé. « Lucie » appela-t-il doucement. Un silence, puis une petite voix brisée. « Aidez-moi » Il n'attendit pas. Avec le pied de biche, il força la grille, écarta les planches et découvrit une cavité souterraine. Ranger se précipita à l'intérieur, guidé par son instinct de protection. Jonathan descendit à sa suite. L'odeur était lourde, mélangée de poussière, de métal et d'humidité. Dans un coin recroquevillé, la fillette tremblait. Ranger s'approcha d'elle doucement, s'allongea sans un bruit. Elle posa sa main sur lui, comme si elle avait attendu ce moment depuis des heures. Jonathan s'agenouilla à ses côtés. « Ça va aller maintenant, Lucie. Tu es en sécurité !» Ils la sortirent doucement du trou, la portèrent jusqu'à la voiture. Jonathan appela la police, et cette fois, quand l'inspecteur Jeffries répondit, sa voix se brisa d'émotion. « Vous l'avez retrouvée? Vivante ?» Jonathan répondit simplement. « C'est Ranger qui l'a retrouvée. Moi, j'ai juste tenu la lampe. » Ce soir-là, la petite ville d'Ashland Creek retint son souffle. Les gyrophares illuminèrent les ruelles. Lucie fut emmenée à l'hôpital, saine et sauve, mais très affaiblie. Ses parents arrivèrent quelques minutes plus tard. La mère s'effondra en larmes. Le père serra Jonathan dans ses bras sans dire un mot. Ranger, lui, resta à distance, observant, humble, comme toujours. Mais tout n'était pas terminé, car à mesure que les policiers fouillaient les alentours de l'entrepôt, ils découvrirent d'autres éléments. Des cartons avec des dossiers, des photos d'enfants, des plans de quartiers résidentiels. Et surtout, des documents militaires, très anciens. Froissé, mais authentique, avec des tampons et des noms codés. Ranger aboya violemment en flairant l'un de ses papiers. L'inspecteur Jeffries comprit aussitôt. On n'a pas affaire à un simple ravisseur. Il y a un réseau, et quelqu'un quelque part protège ce réseau. 2 jours plus tard, le FBI était sur place. Une enquête fédérale fut ouverte. Jonathan fut interrogé pendant plusieurs heures, mais ce fut surtout Ranger qui devint le cœur de l'affaire. Un agent spécial, visiblement aguerri aux affaires militaires, demanda à examiner l'historique du chien. Quand Jonathan lui expliqua que tout avait été classifié, l'agent sourit. « Ça, c'est ce qu'on dit quand on veut enterrer une bombe. Mais votre chien, monsieur Whitmore, je pense qu'il vient de la faire exploser. » Dans les jours qui suivirent, d'une série d'arrestations eut lieu. Des anciens soldats, des responsables municipaux, même un ancien directeur de foyer pour mineurs, tous liés d'une manière ou d'une autre à des disparitions d'enfants. Le dossier s'élargissait, et à chaque étape, Ranger semblait sentir, avant les autres, ce qu'il fallait découvrir. Il devenait plus qu'un héros.
Il était devenu le catalyseur d'une vérité trop longtemps étouffée. Mais tout cela avait un prix. La presse débarqua, les chaînes nationales, les journalistes, les caméras. Ellie était sollicité pour des interviews. Jonathan refusait poliment. Il voulait protéger sa fille. Ranger, lui, n'aimait pas l'agitation. Il préférait rester dans le jardin, à l'ombre d'un arbre, les yeux mi-clos, comme s'il savait que tout cela était provisoire. Et un soir, en consultant la caméra de surveillance qu'il avait installée, Jonathan vit quelque chose, une silhouette. Un homme en uniforme, filmé au loin, qui observait la maison avant de disparaître. Ce n'était pas un journaliste, ce n'était pas un voisin. Et à la manière dont il bougeait, ce n'était pas un inconnu non plus. Jonathan ne dit rien à Ellie. Il ne lui montra pas la vidéo, mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis dans le salon, une batte de baseball à portée de main scrutant l'écran de surveillance. Ranger, lui aussi, semblait avoir compris. Couché devant la porte, les oreilles dressées, il n'était pas dans un état d'alerte ordinaire. Il était dans cet état précis qu'il avait dû connaître en zone de guerre, quand le danger ne faisait pas de bruit, mais approchait, implacable. Le lendemain, Jonathan fit une copie de la vidéo et la porta au bureau du shérif. L'inspecteur Jeffries n'était plus là. L'affaire était maintenant entre les mains du FBI, mais un jeune adjoint l'accueillit. En voyant les images, il pâlit. « On va transférer ça immédiatement aux fédéraux, mais vous devez renforcer votre sécurité. Ce type, il n'a rien d'un voleur. » Et en effet, l'homme sur la vidéo avait une posture qu'on n'oublie pas. Droite, mécanique, avec cette façon de balayer l'environnement du regard sans jamais s'arrêter trop longtemps sur un point, comme un professionnel. Jonathan se doutait que cet homme ne faisait pas partie des journalistes, ni même des curieux. Non, lui, il venait vérifier quelque chose, ou quelqu'un. De retour à la maison, il trouva Ellie en train de jouer avec Ranger dans le jardin. Elle avait recréé un parcours d'agilité avec des cerceaux, des plots et des balles. Et Ranger, fidèle et concentré, exécutait chaque étape avec une précision étonnante. Il semblait heureux, libéré, comme si, à travers ses jeux, il effaçait lentement les fantômes du passé. Jonathan sentit une bouffée d'émotion monter en lui. Il n'avait pas adopté ce chien. C'était ce chien qui avait choisi de rester. Mais il savait que leur répit serait de courte durée. Ce fut confirmé quand, quelques heures plus tard, il reçut un appel anonyme, une voix grave, compressée. « Vous pensez avoir gagné, mais ce chien aurait dû mourir il y a longtemps. Si vous tenez à votre fille, laissez-le dehors cette nuit. » Puis le silence. Aucune tonalité, aucun numéro. Jonathan resta figé. Ce n'était plus une menace déguisée, c'était une déclaration de guerre. Il ne dit rien à Ellie, mais il renforça tous les verrous. Il plaça Ranger dans sa chambre pour la nuit et resta éveillé, le fusil de chasse de son grand-père sur les genoux. À 2h43 du matin, la caméra du jardin détecta un mouvement. Jonathan se précipita vers l'écran. Une silhouette, encore une. Cette fois, elle portait une capuche. Elle s'approcha du portail puis fit demi-tour. Pas d'effraction, pas de bruit, juste une présence. Mais ce qui le troubla, ce fut le regard de Ranger. Il avait vu, il avait compris, et il n'avait pas aboyé. Comme s'il avait reconnu cette silhouette, comme si une mémoire enfouie remontait. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, de la douleur, une loyauté trahie. Le lendemain, Jonathan fit ce qu'il redoutait depuis des jours. Il appela un ancien contact militaire, le docteur Benjamin Hawk, un vétérinaire de l'armée à la retraite qui avait travaillé sur les unités canines spéciales. Il lui raconta tout. Hawk l'écouta en silence. Puis, après une pause, il lâcha. « Vous avez un fantôme entre les mains. Ce chien, je pense savoir qui c'est. » Il proposa de venir le lendemain matin. À l'aube, une Jeep verte aux vitres teintées s'arrêta devant la maison. Un vieil homme en treillis en descendit, yeux perçants, démarche lente mais assurée. Il s'accroupit devant Ranger sans un mot. Le chien le fixa. Puis lentement, il s'avança. Le docteur Hawk tendit la main et Ranger posa la tête contre elle. Une larme roula sur la joue du vieil homme. « Mon Dieu, c'est bien lui. » Jonathan l'observait, interdit. « Vous le connaissiez ?» Hawk hocha la tête. Il s'appelait alors Ghost. L'unité Ghost 3, un chien d'intervention spéciale formé pour les missions clandestines. Il a été envoyé dans une opération noire en Europe de l'Est. On nous a dit qu'il n'était jamais revenu, qu'il avait été abattu, mais je savais qu'il avait survécu. Il s'assit sur le banc du jardin. Ghost, ou Ranger maintenant, a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Une exfiltration d'enfants exploités dans un orphelinat servant de couverture. L'unité qu'il a déployée ne s'est pas contentée de le perdre. Ils ont tenté de l'éliminer,
Et l'homme qui vous surveille, celui que vous avez filmé, je crois savoir qui c'est. Il sortit une vieille photo, un homme en uniforme, debout, près d'un hélicoptère. Même posture, même regard glacial. Capitaine Risdorn, officiellement mort en mission, mais officieusement, il est devenu un agent autonome. Et si c'est lui que vous avez vu, alors vous êtes en danger. Pas juste vous, votre fille aussi. Jonathan sentit un vide s'ouvrir sous ses pieds. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir? Hawk soupira. Parce que Ranger a brisé le silence. Parce qu'en sauvant cette fillette, il a rallumé une lumière sur une affaire que beaucoup voulaient voir enterrée. Et c'est là que Ranger se redressa d'un bond. Il fonça vers la clôture. Jonathan se leva brusquement. « Qu'est-ce qu'il a ?» Mais Hawk avait déjà dégainé une petite arme de poing. « On n'est pas seul !» Derrière la haie, 2 silhouettes venaient d'apparaître, armées, masquées. Et cette fois, ce n'était pas une simple menace. Tout alla très vite. Ranger se plaça devant la maison comme un rempart. Jonathan poussa Ellie à l'intérieur, lui ordonnant de courir se cacher dans le placard du couloir sans discuter. Le docteur Hawk resta calme, comme s'il avait déjà vécu 100 fois cette scène. Il verrouilla la porte et abaissa les stores. « On a 1 minute, pas plus. » Il lança son arme à Jonathan. « Tu sais tirer ?» Jonathan hocha la tête. « Mieux que je ne le voudrais. » Dehors, les 2 hommes armés s'étaient dérapprochés. L'un d'eux donna un coup de pied dans la clôture, l'autre pointait un fusil à lunettes vers la fenêtre du salon. Ranger ne bougea pas. Il attendait, prêt. Quand la vitre éclata dans un vacarme brutal, Jonathan tira sans réfléchir. Une silhouette recula, blessée à l'épaule. Ranger profita de la diversion pour bondir à travers les débris. Dans la rue, les pneus d'un véhicule crissèrent. Un 3e homme attendait dans une camionnette noire. Il ouvrit la portière en criant « Dépêchez-vous !» Mais Ranger ne leur en laissa pas le temps. Il sauta directement sur l'homme armé, le plaqua au sol avec une force terrifiante. L'autre tenta de réagir, mais le docteur Hawk, avec une précision chirurgicale, tira un unique coup de feu. L'homme s'effondra sans un son. Le conducteur fit marche arrière et disparut dans la nuit. Tout fut silencieux. Ranger, haletant, se tenait au-dessus de l'assaillant, les crocs découverts. L'homme murmurait, paniqué. C'était pas censé se passer comme ça. C'était juste une mission de surveillance. Jonathan s'agenouilla, saisit son col. « Qui vous envoie? C'est Dorn ?» L'homme détourna les yeux. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez entre les mains. Ce chien, il porte la mémoire d'un crime militaire. Un rapport audio, une séquence. Il l'a enregistré. » Hawk pâlit. Il parle du module implanté. Les chiens de cette unité étaient équipés de micro-caméras et de mouchards intégrés dans leur harnais de mission. Si Ranger l'a toujours en lui, alors ce n'est pas juste un chien. C'est une preuve vivante. Jonathan comprit. Dorn n'était pas là pour se venger. Il était là pour effacer ce qui restait de l'opération Fantôme. Et surtout, pour effacer Ranger. La police arriva quelques minutes plus tard, déclenchée par les coups de feu. Hawk présenta rapidement ses papiers. L'homme blessé fut arrêté. Mais dans les heures qui suivirent, le FBI arriva à son tour, cette fois accompagné de militaires, pas de journalistes, pas de conférences, juste une convocation discrète. Jonathan, Ellie et Ranger furent transportés dans une base provisoire installée à la périphérie de la ville. Là, on les plaça dans une pièce austère. Un colonel aux cheveux gris nommé Monroe les observa longuement. Puis il s'adressa à Jonathan. « Ce chien est classé. Vous n'auriez jamais dû l'avoir ?» Jonathan croisa les bras. « Et pourtant, c'est lui qui a sauvé ma fille, et peut-être des dizaines d'autres. Alors si vous êtes là pour le reprendre, il faudra me passer sur le corps. » Le silence dura de longues secondes, puis Monroe soupira. « Vous vous méprenez. Je ne suis pas là pour le reprendre, je suis là pour récupérer ce qu'il a gardé en lui. » Ils installèrent Ranger dans une salle d'examen. Un vétérinaire militaire le scanna avec un dispositif portable. Et là, dans son flanc gauche, ils trouvèrent une puce RFID intacte, un composant vieux de presque 10 ans. Hawk se pencha fasciné. Elle est toujours là. Et fonctionnelle. En la connectant à un système sécurisé, ils accédèrent à un enregistrement. Une vidéo floue, filmée depuis le harnais de Ranger, on y voyait un camp, des enfants, des soldats armés, et surtout, un officier hurlant des ordres. La voix de Dorn, incontestable. Il exigeait qu'on évacue les témoins, puis ordonnait de nettoyer la zone. Les cris, le chaos, un silence. Et puis, l'image du jeune garçon que Ranger protégeait, recroquevillé sous un bureau, tandis qu'un tir le manquait de quelques centimètres. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Puis Monroe ferma le fichier. « Ce que vous venez de nous donner, monsieur Whitmore, pourrait faire tomber des hommes très puissants, y compris des responsables encore en fonction.
Jonathan répondit calmement « Alors faites-le ». Mais Monroe secoua lentement la tête. « Ce n'est pas aussi simple. Ce dossier est toxique. L'opinion publique n'est pas prête. Si on révèle tout, on perdra la confiance dans des structures entières. Mais je peux vous promettre une chose. Ceux qui sont responsables seront neutralisés. Discrètement. » Jonathan comprit. Ce ne serait pas la justice qu'il espérait. Mais ce serait une forme de réparation. Et Ranger serait enfin libre. Les jours suivants furent étranges, calmes, presque trop. Les menaces cessèrent, la surveillance fut levée. Mais Jonathan restait vigilant. Un soir, Monroe revint le voir. Il s'accroupit devant Ranger, lui tapota le dos. « Ce chien a sauvé bien plus que votre fille. Il a réveillé une mémoire qu'on croyait morte. » Puis, il se tourna vers Jonathan. « Vous pouvez le garder. Officiellement, il n'a jamais existé. Mais je vous préviens, si un jour quelqu'un vient frapper à votre porte pour lui, ce ne sera pas pour lui dire merci. » Jonathan acquiesça. Et cette nuit-là, en regardant Ellie dormir, blottie contre Ranger dans son lit, il comprit que ce chien n'était pas un simple animal. C'était une légende, une cicatrice vivante et surtout un gardien. L'été passa dans un calme presque irréel. La petite ville de Westbury retrouva son rythme tranquille et les voisins cessèrent lentement de poser des questions. On parlait encore de Lucy, la fillette disparue puis miraculeusement retrouvée. Mais on ne mentionnait jamais les hommes armés, ni les véhicules noirs, ni les militaires venus en silence une nuit pour récupérer ce que personne ne devait voir. Tout cela était rangé dans une case floue, entre rumeurs et secrets. Jonathan réapprit à vivre, ou plutôt à veiller. Il déposait Ellie à l'école chaque matin, un œil toujours dans le rétroviseur. Il rentrait ensuite chez lui, où Ranger l'attendait, assis près du portail comme un soldat jamais démobilisé. Il ne grognait plus. Il ne fuyait plus ses cauchemars, mais il restait sur le qui-vive, comme si son devoir n'était pas encore terminé. Ellie, elle, avait changé. Elle était plus forte. Elle parlait avec plus d'assurance, comme si la présence de Ranger avait posé quelque chose en elle. Elle écrivait des histoires, des récits de chiens courageux, de petites filles en danger, de héros muets. Son institutrice avait appelé Jonathan pour lui dire que son imagination était remarquable. Il avait souri, sans rien expliquer. Un jour, à la sortie de l'école, Ellie lui montra une affiche accrochée sur le tableau d'annonce. Concours d'écriture, histoires inspirantes d'animaux. Elle le supplia de participer avec elle. Ensemble, ils rédigèrent l'histoire de Brave, un chien militaire oublié qui protège une enfant d'une menace invisible. Ils changèrent les noms, floutèrent les faits, mais au fond, tout y était. Et quand Ellie lut son texte à haute voix le jour de la remise des prix, même les adultes retinrent leur souffle. Elle ne gagna pas le concours, mais tout le monde l'applaudit comme si elle avait raconté une vérité que personne n'osait dire. Et dans la salle, Ranger, couché au fond à côté de Jonathan, leva la tête à la fin du récit, comme s'il avait compris, comme s'il savait qu'on venait, d'une certaine manière, de lui rendre justice. Plusieurs semaines plus tard, un courrier arriva sans timbre. Juste un nom manuscrit sur l'enveloppe, Whitmore. À l'intérieur, un mot simple, dactylographié. Le dossier est clos, les responsables ont été identifiés et traités. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Vous avez votre vie, gardez-la. Et en dessous, griffonné à la main, merci de l'avoir protégée. Jonathan brûla la lettre. Le soir même, il alla s'asseoir sur le porche, Ranger à ses pieds. La brise d'automne faisait trembler les feuilles, le ciel était clair. Il regarda son compagnon à quatre pattes, puis murmura « Tu peux te reposer maintenant ». Mais Ranger ne répondit pas. Il fixait l'horizon, les muscles détendus, mais les sens toujours en éveil, comme s'il disait « Pas encore ». Un matin, quelques jours plus tard, un homme en costume discret attendait devant le portail. Il ne portait pas d'armes ni de badge apparent, juste une mallette. Il se présenta sous le nom de Monsieur Albrook. Il disait venir de la Fondation Valor et Silence, un organisme civil chargé de reclasser les anciens animaux militaires. Il proposait une chose étrange. Nous voulons que Ranger soit reconnu, pas comme une arme, comme un vétéran. Jonathan fut surpris. Vous voulez qu'il reçoive une médaille ? Albrook secoua la tête. Pas une médaille, une existence, une page dans l'histoire, pour qu'on n'oublie pas ce qu'il a vu et ce qu'il a empêché. Ils en discutèrent longuement. Albrook proposa aussi un programme de sensibilisation, des visites scolaires, un livre illustré. Ranger n'irait pas sur des plateaux télé, mais son histoire serait racontée, pour protéger d'autres enfants, pour que les fantômes du passé servent, au moins, à dessiner un avenir. Jonathan accepta, à condition qu'Ellie soit celle qui raconte. Albrook sourit. Ce sera parfait. Et ainsi, quelques mois plus tard,
Une petite cérémonie eut lieu dans la salle municipale. Pas de caméra, juste des familles, des enfants, des vétérans et un chien au pelage marqué par les flammes. On raconta l'histoire. On montra les dessins d'Ellie. Et à la fin, une petite plaque fut dévoilée. Arranger, chien de guerre, gardien des enfants, de mémoire vivante de ce qu'on ne doit plus jamais oublier. Ce jour-là, personne ne parla de Dorn, ni de l'enregistrement, ni des nuits où le danger rôdait en silence. Mais tout le monde regarda Ranger. Et dans leur regard, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait du respect, de la reconnaissance. Et pour certains, de la réparation. Les saisons passèrent. Ranger prit de l'âge. Son pelage grisonna autour du museau, ses mouvements ralentirent. Mais il restait là chaque matin, assis sur le porche, surveillant la rue. Ellie avait grandi aussi, elle n'avait plus 10 ans. Elle lisait de vrais livres maintenant, et parfois, le soir, elle les lisait à voix haute à Ranger allongé à ses pieds. Il ne comprenait peut-être pas les mots, mais il comprenait la voix, l'amour, la paix. Jonathan, de son côté, n'avait jamais reparlé de cette histoire, ni avec les autorités, ni avec ses voisins. Il avait refermé le chapitre, non pas pour l'oublier, mais pour le préserver. Car ce qu'ils avaient vécu ensemble ne pouvait être raconté sans être trahi. Cela appartenait à un espace sacré, celui de ceux qui savent, et qui choisissent de ne pas tout dire. Un jour d'hiver, alors que la neige recouvrait la cour et que le silence avait envahi Westbury, Jonathan sentit que le moment approchait. Ranger dormait de plus en plus, il mangeait moins, il ne suivait plus Ellie jusqu'à l'école, il se contentait de lever la tête, de l'observer partir, puis se rendormait doucement. Un matin, Jonathan se réveilla avant le lever du soleil. Le silence était plus dense que d'habitude. Il descendit dans le salon. Ranger était là, couché dans son coin préféré, les yeux fermés. Il semblait simplement dormir, mais son souffle ne soulevait plus sa poitrine. Jonathan s'agenouilla lentement, il posa la main sur son flanc, comme pour s'assurer. Puis il murmura, d'une voix rauque, « Tu es en paix maintenant, mon vieux. » Il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, longtemps, assis près de lui, tandis que la lumière se levait doucement sur le jardin. Quand Ellie descendit à son tour et vit Ranger immobile, elle comprit sans un mot. Elle s'accroupit à ses côtés et posa un dessin roulé dans sa patte. « C'est nous trois. Je t'ai dessiné avec des ailes. » Ils l'enterrèrent dessous le grand chêne, derrière la maison. Ellie planta un petit panneau en bois décoré de peintures, Ranger, héros silencieux, gardien de nos jours heureux. Les semaines suivantes furent étranges. La maison semblait plus vide. Et pourtant, jamais Jonathan ne se sentit abandonné. Il avait l'impression, chaque fois qu'il franchissait le seuil, qu'une présence veillait toujours. Parfois, la nuit, le vent faisait claquer doucement la clôture, et il s'imaginait encore la silhouette d'un chien aux aguets, scrutant l'obscurité. L'année suivante, Ellie remporta un prix régional pour son premier petit livre, L'histoire de Brave. On l'invita à parler dans plusieurs écoles. Elle racontait comment un chien, autrefois destiné à tuer, avait choisi de protéger. Comment il avait donné à une enfant la confiance de se relever. Et comment même les cicatrices peuvent devenir des emblèmes si on choisit de les porter avec courage. Un jour, dans une école du comté voisin, un garçon l'interpella à la fin de sa présentation. Il portait une prothèse à la jambe et demanda timidement « Tu crois que Brave m'aurait protégé aussi ?» Ellie sourit. « Je crois qu'il t'aurait choisi sans hésiter. » Elle ne parlait pas seulement de Ranger, elle parlait de tous ceux qui avaient été oubliés, effacés ou mal compris, de ces héros discrets qui passent sans fanfare mais laissent derrière eux un monde plus sûr. Des années plus tard, quand Ellie fut adulte, elle conserva toujours le médaillon que le docteur Hawk lui avait offert, un petit insigne de métal frappé d'un symbole inconnu qui avait appartenu à l'unité Ghost Tree. Sur le revers, on lisait une simple inscription « Ce que l'on protège vaut plus que ce qu'on détruit ». Et à chaque fois qu'elle tenait ce médaillon entre ses doigts, elle revoyait le regard de Ranger. Ce regard blessé, mais jamais brisé. Ce regard qui disait « Tu es en sécurité, je veille ». Dans un monde bruyant, rapide, souvent cruel, l'histoire d'un chien brisé, d'une fillette isolée et d'un père bouleversé avait rétabli un équilibre fragile. Juste assez pour que la lumière passe. Et quelque part dans les mémoires de ceux qui l'avaient croisé, Ranger ne cessa jamais de courir.